Sur le poste client, nous avons installé Mozilla Thunderbird et maintenant on va lancer pour la première fois ce logiciel. Donc on avait fait des vérifications et si elles ne sont pas encore faites, il faut les refaire de fonctionnement et de liaison avec le serveur. Donc par exemple, dans notre cas, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir vérifier qu'on accédait bien au domaine pluton.org et qu'on pouvait par exemple se connecter avec Telnet sur le serveur pluton.org. Alors on peut spécifier le nom, mais en réalité ce nom n'étant qu'un alias, il suffit tout simplement de mettre pluton.org. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'indiquer le port sur lequel on se connecte. Et là, on voit qu'on se connecte bien, puisqu'on a un message de OK. On peut quitter, et on refait le même test en invoquant cette fois-ci le port 25, qui est celui du SMTP. Donc on a un message de 120, ça veut dire qu'on est connecté. C'est une sorte de message de bienvenue, donc tout est correct. Alors on n'a pas fait le test sur le port 143, mais qui fonctionne également. Il s'agit du protocole IMAP. Donc tout fonctionne. Après c'est assuré. Alors le protocole IMAP, faut sortir, je sais plus comment. Alors peu importe, c'est pas très grave. On va lancer pour la première fois le logiciel Thunderbird. Et alors Thunderbird, c'est un logiciel qui est fait par la fondation Mozilla, qui édite notamment Firefox par exemple. Donc on voit qu'au début du lancement, il y a une fenêtre qui nous invite en fait à créer automatiquement notre messagerie électronique en se basant sur les éléments qu'il peut reconnaître. Alors par exemple, moi je suis logué avec un compte qui s'appelle Jean. Du coup, il utilise ce compte comme nom de connexion. Mais ici, moi je veux le changer puisque j'ai des adresses qui sont celles de Bob et d'Alice sur le domaine pluton.org. Les mots de passe que j'avais mis sur le serveur, on va essayer de faire en sorte de ne pas se tromper, et la case de retenir le mot de passe est cochée. On fait continuer, et à ce moment là vous voyez il recherche une configuration par internet. Alors le problème qui va se poser, c'est qu'il va échouer parce que je n'ai pas mis en place de routeur permettant d'accéder à internet, et de toute façon le domaine pluton.org avec le compte Bob n'existe pas, ou si en tout cas il existe, je ne peux pas l'atteindre. Donc je vais basculer en configuration manuelle et je vais spécifier les ports, les protocoles que je veux utiliser et spécifier les éventuels mots de passe. Alors par exemple, pour moi, pour faire quelque chose de classique, d'efficace, je vais indiquer pop3.pluton.org ici face au protocole pop3 pour le courrier entrant. Je vais indiquer pour SMTP le nom de domaine Pluton, je vais le précéder de SMTP, et on a fait le test de connexion, on sait que ça fonctionne. Et le nom d'identifiant pour le serveur entrant et le serveur sortant, c'est la même personne. Le serveur sortant, c'est le protocole SMTP, le serveur entrant, c'est POP3. Mais là, il faut être précis, il faut indiquer le nom du domaine, impérativement. Ici, je complète, on voit ici que c'est équivalent. Quant au port, alors moi je sais que j'ai le port 110 pour le POP, et vous voyez qu'il me propose le 995, c'est dans le cas où il s'associe avec SSL. Et on a vu tout à l'heure que ce port n'était pas ouvert, donc on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. Et à ce moment-là, pas de, si vous voulez, de surcouche TLS ou SSL. Alors on peut laisser sur autodétection, ici aussi on pourrait laisser sur autodétection, ou bien on spécifie directement si on en est certain, ce qui est notre cas. Pareil pour ici, vous voyez, on a trois possibilités. SMTP non authentifié, que nous avons vérifié, SMTP authentifié, que nous n'avons pas vérifié, mais qui normalement doit fonctionner, puisqu'on avait fait la règle de pare-feu et on avait vu que le port était ouvert, ou bien SMTP authentifié et crypté par SSL, qui ne fonctionne pas pour l'instant. Alors je propose de laisser en automatique et de faire un test à nouveau.
Alors vous allez voir qu'ici, en fait, il va faire le test automatique. Alors j'aurais dû d'ailleurs ici le laisser en automatique. Là, j'ai fait une erreur. Du coup, on va se remettre en autodétection partout. Voilà, c'est la meilleure méthode pour tester les paramètres. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, il nous dit que les paramètres ont été trouvés en sondant le serveur indiqué. Donc ça, c'est ce qu'on a indiqué. Lui, il a trouvé ces ports-là. Il valide la connexion avec des mots de passe normaux sans sécurisation SSL. Et il va utiliser, puisque si vous vous souvenez bien, la demande SMTP était nécessairement authentifiée. Je vais vous montrer ça à nouveau sur le serveur. Donc dans HMail Server, on avait une condition. On va pouvoir la reprendre et la revoir ici. Notre condition ici, au niveau de nos règles, c'était d'exiger l'authentification SMTP, même pour les adresses locales. Donc c'est cette case-là qui nous oblige à utiliser l'authentification lors des transactions SMTP, alors qu'elle ne l'est pas pour la réception des mails. Donc, si c'est exigé, ça veut dire que ça va utiliser le port 587, qui est le SMTP exigeant la sécurité. Alors lui, on va le laisser tranquille, on ne va pas le modifier, mais on va pouvoir donc loguer le fonctionnement de ces ports et de ces connexions. Alors pourquoi ne pas le faire tout de suite, puisqu'on y est. Donc tout à l'heure on avait vu ici que on pouvait dans les utilitaires, non d'ailleurs c'est pas dans les utilitaires, c'est ici, on pouvait loguer les ports SMTP et POP3. Donc on avait coché ces cases, c'est activé. On va donc pouvoir, dans la fenêtre Status, commencer à loguer et observer les différentes choses. Ici pour l'instant vous voyez tous les compteurs sont à 0 par exemple. Et dans le logging, on va démarrer ici notre vérification. Petit retour sur le client et refaisons le test à nouveau pour vérifier que tout est OK. On termine. Un petit message d'alerte qui nous indique qu'il n'y a pas de chiffrement ni pour la réception ni pour l'émission, c'est-à-dire que le SSL n'est pas activé, donc il est conseillé de le faire. On comprend les risques que l'on risque de subir et on coche la case pour accepter de poursuivre et terminer. Notre fenêtre se ferme, on peut attendre pour l'instant, on voit notre boîte locale Pluton qui est prête à lire ou écrire de nouveaux messages. Petit retour sur le serveur pour nous apercevoir que l'étape finale qui a validé notre configuration a engendré des requêtes qui ont permis à notre machine. Alors on peut voir ici par exemple qu'il y a une connexion sur le SMTP, que le compte en fait on peut le voir ici c'est logué, on voit le mot de passe qui est demandé et ici on peut voir que le mot de passe est crypté par des petites étoiles, en fait il est absolument pas visible et puis ça se répète plusieurs fois, donc c'est de bon augure, ça veut dire que ça fonctionne. Alors je vais virer je vais vider pardon, ces informations et on va voir ce qui se passe lorsque j'envoie un mail. On va voir s'il y a quelque chose qui se passe ici, on va voir s'il y a quelque chose qui se passe ici. On va surveiller tout ça de très très près. Retour sur le poste client. Alors pour retourner sur le poste client, c'est de l'autre côté, c'est ici. On va écrire un nouveau message qu'on va envoyer à Alice du même domaine. Alors rappelez-vous, Alice, c'est un compte que nous avons créé, mais que nous n'avons pas encore installé côté client. Donc il n'y a aucun poste client qui est capable de lire le courrier d'Alice pour l'instant. Bonjour Alice. On va envoyer le mail. Le mail est parti. On peut le voir dans la corbeille des dossiers envoyés. Le mail est parti. Donc, retour sur le serveur, ici,
pas de message ici dans la file d'attente pour l'instant. Un message ici en cours de traitement. Et une connexion ici d'envoi. On peut voir ici le type SMTP-D, c'est le démon SMTP. Donc on peut voir ici qu'un message a été envoyé à Alice. Bob envoie un message à Alice. Donc, on va laisser cette fenêtre de côté quelques instants. On peut la vider éventuellement. On peut la laisser comme ça. Et à ce moment-là, on va voir ici ce qui va se passer. Pour faire nos tests, ce qu'on peut faire, c'est se servir du même logiciel ici, donc de courrier, pour créer un autre compte, celui d'Alice, et on pourra s'envoyer des mails depuis le même logiciel, très simplement. On n'oublie pas le mot de passe. On fait continuer. On passe outre, en passant sur configuration manuelle, la recherche par le fournisseur de Mozilla. On indique les paramètres que l'on préfère utiliser. En toute logique, on va laisser tout ça en autodétection. Et pareil pour le protocole SMTP, on spécifie le domaine d'Alice pour préciser le compte. C'est une obligation, je le répète. On vérifie qu'ici on a la même information. On reteste. On voit que ça passe dans les mêmes conditions que tout à l'heure on avait pu l'observer avec Bob. On termine. On accepte de poursuivre malgré cette information qui nous préconise de plutôt utiliser SMTPS et POP3S. Et on termine. Alors, ici on voit que il y a quand même une erreur cette fois-ci. Alors, j'ai pas fait attention à cette erreur. A priori, le mot de passe serait pas bon. Alors, peut-être que je l'ai mal tapé. Je ne sais plus le mot de passe que j'ai dû mettre sur le compte Alice. Alors, qu'à cela ne tienne, si ça nous arrive, nous revenons sur le serveur. Nous choisissons notre domaine. Nous allons voir le compte Alice. Nous l'ouvrons et nous écrivons à nouveau notre mot de passe. On le sauve. On va se remettre dans Status. On va se remettre ici à loguer. Alors comme j'ai quitté cette fenêtre, ça a arrêté les logs. J'ai donc perdu la capture précédente. On retape ici 0 Poséidon qui est mon mot de passe de laboratoire. On vérifie ici qu'on n'a pas fait de bêtises. alice@pluton.org, alice@pluton.org. Pas de mot de passe, tout est, enfin pas de chiffrement, tout est en clair. On fait retester et terminer. Alice va lire ses messages. Le mail est arrivé. Le mail que Bob lui a envoyé tout à l'heure. On a une petite alerte ici. Et elle va, alors ce qu'on peut faire, c'est y répondre à ce message. Donc répondre à l'expéditeur. Bonjour Bob. On va envoyer. Pour l'instant, on va pas lire le courrier chez Bob. On va pas trop traîner pour aller voir sur le serveur les mouvements qu'on peut voir ici. POP, SMTP. Les statuts ici, on peut voir qu'il y a 2 messages en transit ici. La file d'attente pour l'instant ici, on n'a pas le temps de voir grand chose ici parce que rien n'est bloqué. Alors cette file nous servirait notamment lorsqu'il y aurait par exemple des renvois ou des retours depuis un serveur relais. Ici, pas d'information d'alerte, tout a l'air de bien se passer. On va retourner sur le poste de client. Si j'y arrive. Voilà. Donc, on retourne sur le poste client et on fait, alors chez Bob, on va lire le courrier, on devra avoir un courrier entrant. Voilà, qui est le message de retour d'Alice. Voilà, donc tout fonctionne normalement. On peut voir que cette configuration fonctionne parfaitement en local entre 2 comptes. Maintenant,
ça fait la démonstration que la messagerie avec HMail Server, avec assez peu de configuration, fonctionne. Mais on va pas se contenter de s'arrêter là, parce que ce que l'on souhaite établir, en fait, c'est le schéma dans lequel nous étions partis pour configurer notre plateforme globale, c'est-à-dire que notre serveur doit être complété d'un deuxième serveur qui va gérer le domaine neptune.fr. Alors je ne vais pas détailler la configuration du serveur de messagerie et du DNS pour Neptune. Il va me suffire de refaire exactement les mêmes opérations sur un autre serveur, un deuxième, exactement les mêmes opérations, modulo le fait que je vais changer de réseau, donc d'adresse IP, et je vais créer un domaine dans le DNS et dans la messagerie que je vais appeler Neptune. Je vais ensuite créer deux comptes qui seront associés au domaine Neptune, qui auront donc des adresses email sur neptune.fr, et je vais installer un service DHCP de façon à alimenter un poste client pour qu'il récupère les informations de connexion sur Neptune, la passerelle ici pour pouvoir atteindre le monde extérieur. À partir de ce stade-là, il me resterait à configurer deux routeurs ayant comme adresse IP des adresses sur ce réseau-là, de façon à pouvoir échanger les données au travers du nuage qui est ici. Sur ce dernier point, une précision qui n'est pas en fait en rapport avec cet exercice de présentation de la messagerie HMail Server, mais qui néanmoins est important, c'est qu'ici, si vous regardez bien les adresses IP que j'ai choisi d'utiliser, je choisis d'utiliser un réseau totalement arbitrairement. Je ne respecte pas la RFC 1918. C'est pas une bonne pratique, c'est pas une bonne idée, mais je fais ça dans un laboratoire fermé au monde extérieur avec le principe des machines virtuelles. Donc pas d'incidence, pas de risque, pas de problème. La petite spécificité qui m'intéresse ici de préciser, c'est que je me mets sur le réseau 248 avec un masque de 30 bits. Je vais donc avoir 4 adresses possibles sur ce réseau, la 248, la 249, la 250, la 251. La 248, c'est l'adresse du réseau. La 251, qui est la dernière possible, c'est l'adresse de broadcast. Il me reste donc deux adresses pour équiper mes routeurs. Et c'est seulement ces deux adresses qui me seront nécessaires, puisque je n'ai que deux routeurs. Ici, je mettrai la 249. Ici, je mettrai la 251. Donc ce routeur aura l'adresse 194.2.100.241 avec un masque de 30 bits. Ce routeur aura l'adresse 194.2.100.251 et l'autre 250, alors je ne sais plus où j'en suis, 249 et 250, ou bien 249 et 250, avec un masque de 30 bits. Je m'assurerai que ces deux routeurs puissent s'envoyer des pings. Il me resterait au niveau du routage, ça c'est pareil, la démonstration ne sera pas faite dans cette présentation, mais il me restera à établir la communication entre ce réseau-là et celui-ci. Alors tout simplement ce que je vais faire sur les routeurs, c'est que je vais créer une route statique. Dans ce routeur-là, je vais indiquer que pour atteindre le réseau 172.20.00, il faudra passer par l'adresse IP que j'indiquerai ici. 194.2.100.250 par exemple. Et dans ce routeur-là, j'indiquerai que pour atteindre le réseau 172.16.00, il faudra passer par ce routeur-là, à savoir l'adresse 194.2.100.249. Une fois que ça sera établi, on reprendra la présentation de fonctionnement. Il nous restera à spécifier des redirecteurs DNS de manière à pouvoir faire connaître à Neptune l'existence d'un domaine Pluton qui est géré par le serveur DNS que je désignerai ici. Et ici, dans ce serveur DNS, j'indiquerai un redirecteur qui permettra à Pluton d'être au courant de l'existence du domaine Neptune, auquel il faudra envoyer des requêtes auprès de ce serveur pour pouvoir s'y connecter.
ces redirecteurs DNS vont permettre à ce mail, à ce serveur de mail ici, de pouvoir envoyer des mails en recherchant le MX du domaine Neptune. Et inversement, dans le domaine Neptune, il sera possible de trouver le MX de Pluton, puisque Neptune sera capable d'atteindre Pluton grâce au redirecteur pour pouvoir trouver le MX et lui remettre les mails. Donc toute cette configuration va être présentée maintenant dans la partie qui va suivre. Et donc ça va être assez simple, il s'agit simplement de mettre en place, de mettre en relation les deux DNS.